On a parfois l'impression que le jeu économique est un peu truqué, non? Que pour certains, l'argent semble travailler tout seul, pendant que d'autres rament juste pour boucler les fins de mois. Comprendre cette mécanique, ce n'est pas juste de la théorie, c'est vraiment décrypter les forces qui façonnent notre société et notre avenir à tous. Alors, pour commencer, il faut faire une distinction hyper importante. On confond souvent le revenu et la richesse. Le revenu, c'est un flux, c'est le salaire qui tombe tous les mois. La richesse ou le patrimoine, c'est un stock. C'est ce qu'on possède, une maison, des actions, des économies. Et saisir cette différence, c'est la toute première clé pour comprendre le puzzle de l'inégalité. Voici le programme qu'on va suivre pour cette analyse. D'abord, on va visualiser le problème, voir à quoi ressemble ce fameux fossé. Ensuite, on va découvrir une formule toute simple, mais fondamentale, pour tout expliquer. Puis, on verra comment ça marche en pratique, pourquoi tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, et enfin, on se penchera sur les différentes pistes de solutions qui sont sur la table. Allez, on attaque la première partie, parce que pour bien comprendre un problème, la première étape, c'est de pouvoir le voir, de le mesurer. Et pour ça, on a cet outil, la courbe de Lorenz. C'est très visuel. La ligne droite, là, ce serait une société parfaitement égalitaire. 20% de la population aurait 20% des revenus, et ainsi de suite. Logique. La courbe bleue, eh bien, c'est la réalité. Et plus elle s'éloigne de la ligne droite, plus le fossé de l'inégalité est profond. Pour mettre un chiffre sur ce graphique, les économistes utilisent ce qu'on appelle le coefficient de Gini. 0, c'est l'égalité parfaite. 1, c'est l'inégalité maximale. Et ce qu'on observe, c'est que dans beaucoup de pays développés, ce chiffre a tendance à grimper depuis plusieurs décennies. C'est le signe d'une disparité qui augmente. Donc on le voit, l'inégalité, ça se mesure, c'est bien réel. Mais la vraie question, la question à 1 million, c'est pourquoi ? Quel est le moteur qui se cache derrière cette divergence qui ne cesse de grandir ? Et pour y répondre, on passe à la section suivante. Et là, on va toucher au cœur de l'explication. La voilà. Juste ça. R supérieur à G. 3 caractères qui, selon l'économiste Thomas Piketty, sont le véritable moteur de l'accumulation de richesses. Ça a l'air de rien, mais les implications sont énormes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? R, c'est le taux de rendement du capital, les profits, les dividendes, les loyers. En gros, c'est la vitesse à laquelle l'argent génère plus d'argent. Et G, c'est la croissance de l'économie, qui est souvent liée à l'augmentation des salaires. Quand R est plus grand que G, ça veut tout simplement dire que la richesse qui vient du patrimoine grandit plus vite que les revenus qui viennent du travail. Le passé s'enrichit plus vite que le présent ne produit. Bon, la formule, c'est une chose. Mais comment ça se passe dans la vraie vie ? Allons voir comment cette machine, un peu abstraite, fonctionne au quotidien. Eh bien, le capital génère ce qu'on appelle des revenus passifs, c'est-à-dire sans avoir à travailler activement pour les obtenir. Pensez par exemple aux dividendes que versent les actions, au loyer d'un appartement qu'on possède ou même aux droits d'auteur d'une chanson. Tous ces flux d'argent, c'est le guerre en pleine action. C'est ce qui permet à la richesse de s'auto-alimenter. Et attention, parce que dans l'économie numérique d'aujourd'hui, cet effet R-G a une sorte de turbocompresseur. Ce sont les marchés où le gagnant rafle tout. À cause des effets de réseau, une seule entreprise peut devenir si dominante qu'elle aspire presque toutes les récompenses. Le gagnant ne prend pas juste la plus grosse part du gâteau, il prend le gâteau entier. Ce chiffre illustre ça à la perfection. 95,5%. C'est la part de marché de Google dans la recherche sur mobile. C'est un exemple extrême de ce type de marché. La concentration des profits est telle que ça amplifie massivement la divergence des richesses. Ok, donc on a cette machine qui crée de la richesse. Mais le truc, c'est qu'elle ne profite pas du tout à tout le monde de la même manière. Il y a de vraies barrières qui empêchent une grande partie de la population d'accéder au côté R de l'équation. Prenons l'éducation, par exemple. C'est un des moteurs principaux pour espérer avoir un bon revenu. Mais ce graphique le montre très clairement. L'accès à l'enseignement supérieur est loin d'être égal pour tous. On voit des écarts qui persistent entre différents groupes. Et ça limite les opportunités dès le départ. Et forcément, ça a des conséquences directes. Ces inégalités en matière d'éducation, elles se transforment en inégalités de richesse. Ce graphique est saisissant. Il montre la différence de patrimoine net entre les ménages. Pour une proportion bien plus importante de familles noires, le patrimoine est nul, voire négatif. Dans ces conditions, comment accumuler du capital ? Comment accéder à ce fameux R ? C'est quasi mission impossible. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres obstacles, plus structurels. Par exemple, les écarts de salaire entre hommes et femmes, qui sont toujours là, même à diplôme égal. Ou encore l'accès au crédit, qui n'est pas le même pour tout le monde et qui est pourtant essentiel pour investir. Sans oublier des politiques fiscales qui parfois favorisent davantage les revenus du capital que ceux du travail. Face à ce tableau, que peut-on faire ?
Quelles sont les pistes envisagées pour, disons, ajuster les leviers du système? C'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie, en présentant les choses de manière neutre. Ce tableau résume bien les grandes approches. D'un côté, on a l'éducation. L'idée est de donner à plus de gens les compétences pour de meilleurs salaires, mais ça prend du temps. Il y a l'augmentation du salaire minimum, qui a un effet direct sur les plus bas revenus, mais qui crée des débats sur l'impact potentiel sur l'emploi. Et enfin, la réforme fiscale, pour mieux redistribuer, mais avec le risque de freiner l'investissement. Chaque levier a ses avantages, ses inconvénients et ses propres débats. Pour bien saisir l'enjeu, cette citation est assez parlante. L'idée d'un capitalisme patrimonial, c'est la crainte d'un monde où ce qu'on hérite devient plus important que ce qu'on accomplit par son propre travail, par son mérite. C'est une perspective qui interroge profondément notre idéal de méritocratie. On termine donc là-dessus, avec cette question qui reste ouverte. Si le capital hérité prend systématiquement le pas sur le talent et l'effort, que reste-t-il de la promesse d'égalité des chances pour les générations qui arrivent? C'est une question de fond, et il n'y a pas de réponse simple.